mon tour donc de féliciter la candidate pour la qualité du dossier fourni. Donc je note comme mes prédécesseurs donc et le volume et la qualité, même parfois justement, il est parfois un peu difficile de s'y retrouver, mais néanmoins je trouve que globalement il est bien structuré. Il y a une progression à mon avis un peu harmonieuse et logique. Donc voilà concernant le document. Je suis moi-même je suis rapporteur, donc je trouve que globalement le dossier il est très intéressant. J'ai eu aussi à travailler avec la candidate, donc en tant que membre d'un projet PNR, donc justement avec des applications industrielles, donc sur BMT. Donc une partie de ces travaux il a été versé comme bilan de ce projet de recherche PNR. On a eu à participer dans des encadrements de projets de master en commun, soit en recherche opérationnelle, soit en génie mécanique. Oui, exactement. Donc j'ai eu à solliciter Madame Aoudia en tant que dans le jury pour les masters maintenance industrielle du département de génie mécanique, où on traite justement des thématiques de maintenance et de fiabilité. Oui, justement, et globalement, je note aussi sur le plan pédagogique d'abord. Donc, je note la participation très active de Madame Aoudia à l'activité de son département. Bon, en fait, je l'ai découvert à travers le dossier, bien sûr. Elle a été tout le temps adjointe du chef de département, participé au comité scientifique, responsable de master. Je pense qu'il a vraiment joué un rôle actif et dynamique au sein de son département pédagogique. Je note aussi son implication dans les activités de l'unité de recherche LAMOS, à travers justement sa participation à plusieurs CNEPRU. Maintenant, concernant la qualité scientifique du travail, donc je pense que mes collègues ils sont parfois longuement revenus sur les thématiques un petit peu développées ou en perspective. Moi justement sur ça j'ai juste c'est une petite interrogation, mais en même temps peut-être un petit commentaire. Peut-être ça va permettre d'éclaircir certains aspects. Moi, par rapport justement à la thématique où vous avez introduit la théorie du jeu, oui. Vous parlez avec observation, sans observation, etc. Oui. Je vais vous décrire un système. Vous me dites est-ce que votre modèle peut modéliser. Non, est-ce que votre modèle peut s'appliquer à mon système réel? Je vais vous décrire un système, tout de suite là. Oui. Alors, ça va être un système justement de fiabilité maintenance. Oui. Alors, j'ai une chaîne de production, oui. J'ai une équipe de maintenance, de réparation. J'ai la possibilité de choisir entre 3 politiques de maintenance différentes. Donc, une politique de maintenance préventive périodique, oui. Avec inspection. C'est-à-dire ce que je vais essayer d'introduire ici, c'est surtout la notion d'inspection. C'est ce qui va être relié à cette histoire d'observabilité, justement. Donc, avec inspection continue. La deuxième, avec inspection périodique. La troisième, sans inspection. Alors, je vais vous aider peut-être à... Quand je dis avec inspection, ça veut dire à tout moment, je sais est-ce que j'ai des pannes ou pas. C'est-à-dire que j'aurai des clients pour vous ou pas. Mais quand c'est continu à tout moment. Périodique, je ne peux le savoir que périodiquement. Donc il y a des moments où je risque de ne pas le savoir. Donc, et sans inspection, donc je ne peux pas le savoir à l'avance. Donc il y a l'aspect un petit peu aléatoire. Donc c'est juste au moment où je vais avoir éventuellement de la panne, de la différence. Je ne sais pas, est-ce que le modèle que vous avez, est-ce qu'il s'applique à cet exemple? Non, en fait, ça ne répond pas à ce que, c'est-à-dire à la notion d'observabilité ou pas. Parce que ça, la chose dont vous parlez concerne le serveur, en fait. Parce que c'est lui qui va effectuer l'inspection. C'est lui qui va inspecter les équipements. Je parle du client.
Qui c'est qui va inspecter les équipements? C'est le serveur. C'est celui qui va intervenir. Voilà. Donc, par contre, nous, lorsqu'on parle d'observabilité par rapport au client, c'est le client qui observe le système, non pas le serveur. Vous voyez? Je m'explique encore. Oui. Bon, peut-être ça va vous aider à... Parce que nous, quand on fait une inspection, donc je vais connaître l'état de mon système physique. Oui. Donc, j'ai la possibilité de décider de procéder à une réparation. Exactement. Immédiatement, comme je peux décider, j'aurai l'information qui me permettrait de différer sa maintenance jusqu'à un temps ultérieur. Donc, oui, ça sera très intéressant justement de l'introduire pour le serveur. Je suis tout à fait d'accord. Mais sinon, jusqu'ici, tous les travaux traités parlent de l'observabilité par rapport au client. Mais sinon, c'est un point très fort que vous venez de soulever. Ouais. Ça sera important. Pourquoi? Parce que ça me fait penser aussi à un travail qui a été fait sur les systèmes avec vacances, où les serveurs jouent sur la politique de service à utiliser. Vous voyez, donc oui. Ils jouent sur le nombre de clients dans le système. Bon, sinon, je vous remercie d'ailleurs parce que ça me donne une idée à explorer par la suite. Moi, je pense avec un tout petit peu de conditionnement, ça peut... Ça va faire un très bon travail, exactement. Une autre... depuis tout à l'heure, vous parlez de coûts, récompenses, etc. Oui. Moi, je pense que c'est un modèle de reward model, j'imagine. Donc chez nous aussi, ça existe. Et on vous a demandé de donner un exemple concret où il y a l'aspect coût. Mais je trouve oui, il y en a. Mais je vais peut-être essayer de donner un exemple. Oui. Pas à votre place, mais peut-être pour... par exemple, toujours dans le cadre des modèles de fiabilité maintenance, quand, par exemple, on arrive à réduire la durée du service, qui, pour nous, c'est la durée de réparation. Oui. En fait, il y a un gain économique même. Et le gain économique, c'est quoi? C'est le manque à gagner, la perte de production. Puisque le système physique est à l'arrêt, c'est un coût. On perd de l'argent. Vous savez, il y a certains secteurs industriels, 1 heure d'arrêt, ça se chiffre à des milliards de dollars. Vous prenez un complexe de raffinage de pétrole, par exemple, vous avez 1 heure d'arrêt de production. Si vous avez, c'est-à-dire, vous ne perdez pas, mais vous ne faites pas rentrer de l'argent. Donc pour moi, c'est une perte. Elle est considérée comme étant une perte. C'est la perte de production, le manque à gagner. Donc là, le bénéfice, c'est quoi? Le fait, si on arrive à réduire la durée de réparation, il y a quelque part un gain économique. C'est-à-dire, c'est par exemple, au lieu de passer 2 heures, on arrive à réduire à 1 heure, on a gagné 1 heure de production. Oui, en fait, ça, je ne l'ai pas fait d'une manière détaillée, mais sinon, c'est quelque chose qui a été pris en considération dans le modèle MMA avec contrôle de service, où le serveur, justement, a cette capacité de contrôler le taux de service, soit accélérer, soit le maintenir avec un taux faible de service. Et derrière ça, il y a toute une fonction, justement, d'utilité, où il y a un coût associé à chaque type de service. Voilà, donc, sinon je pense que je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je rends la parole. Donc, je vous remercie encore une fois. Je vous en prie, merci. Je rends la parole à Monsieur le Président. Merci, Dr Lagoun. Pour terminer ce débat, je voudrais simplement, pour revenir à la question donc, de la partie pédagogique, la question qui a été débattue concernant l'offre de formation, notamment pour l'option MMTD, modélisation mathématique et technique de décision, moi je pense que c'est une option qui est fondamentale pour notre département, parce que c'est la seule formation qui est polyvalente, contrairement aux autres que nous avons déjà lancé comme l'option donc réseau, ou bien celle que nous avions envisagée, que ce soit celle qui concerne la finance, ou bien l'actuariat, ou bien le transport. Oui, au début, ou bien pour ces options-là, ce sont des options qui sont trop spécialisées. C'est-à-dire que l'on peut lancer d'abord pour une période limitée et avec un nombre d'étudiants
limitée, et surtout, il ne faudrait pas qu'il y ait une première année M1 qui soit spécifique. En commun. Non, il faudrait que la première année soit en commun, parce que sinon, on ne peut pas faire face à l'enseignement, c'est-à-dire on ne peut pas dégager des enseignants pour une petite quantité d'étudiants en première année. Oui, point de vue enseignant, oui. Voilà. Par contre, il faut effectivement réfléchir. Il faut se poser des questions. Est-ce que on va dans le bon sens? Comme l'a souligné le professeur Radjef, l'aspect économique aurait peut-être gagné à être mis en évidence. Peut-être que l'un des problèmes, c'est qu'on n'a pas trouvé d'enseignants d'économie à un moment donné. Mais comme l'a souligné Redouane, dans les travaux qui ont été faits, notamment au niveau du LAMOS, cet aspect économique a toujours été mis en évidence. Pourquoi? On l'a vu donc avec les commentaires donc de Redouane, mais également, par exemple, dans le travail qui se fait dans l'équipe de recherche fiabilité des systèmes électro-énergétiques, où toujours cet aspect est pris en considération et où il y a des caractéristiques de type énergie non distribuée ou bien voilà. Donc tout ça c'est très important. Bien sûr, je déplore ta démarche en tant que responsable de cette formation, de m'avoir sacrifié par rapport aux autres. Hein, normalement, à la limite, si c'était Nawel qui m'avait sacrifié, j'aurais compris. Mais toi... En fait, je suis enseigné quand on avait... Alors, autre chose. D'autant plus qu'on a formé 2 docteurs en gestion des stocks, hein, au niveau du LAMOS. Malheureusement, ils sont partis au Canada, Exactement, justement. en Suisse, en Hollande. Mais, donc, ta démarche n'était pas bonne. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun raisonnement, comment dirais-je, pédagogique par rapport à ta décision. D'autant plus que maintenant, tu reviens sur la gestion des stocks, tu encadres une thèse dans ce domaine, tu as... Enfin bref. Ce n'est pas une question de charge horaire, je le retire avec plaisir. Je ne te demande pas de me répondre. Ah, exactement. D'ailleurs, si tu avais appliqué ce que je t'avais appris quand tu étais mon étudiante, tu n'aurais pas eu ce problème avec le professeur. Avec vacances? J'aurais fait les... Non, si, quand il t'a fait des remarques, il fallait dire « je suis d'accord ». Ça y est, il n'y aurait pas eu de problème. Et là, mais on comme je l'ai dit, a tourné autour de questions qui peut-être n'avaient pas cette importance. Peut-être c'est pour ça que j'ai mis la citation d'Albert Einstein et que j'ai cité la dernière. Je ne peux pas dire que je suis d'accord directement sans que je négocie. En tout cas, par rapport à ce débat que tu as eu avec le professeur Hamidouche, si tu avais fait un petit schéma par rapport à ce que tu étais en train de faire, ça aurait été plus simple à expliquer. Les gens auraient compris qu'est-ce que c'est que cette histoire d'entrée, d'arrivée. Comme a dit le professeur Radjef, il fallait préciser la problématique. Ces questions on a tourné autour de ces questions de processus de Poisson, absence de mémoire, chaîne de Markov, Bernoulli, etc. Alors que, avec ça, on aurait tout de suite compris. On aurait compris, d'autant plus que, toujours, donc si on fait un lien avec tout le débat, notamment par rapport à l'application que ce soit la méthode de stabilité forte ou bien la méthode de développement en série, je rappelle que les processus aléatoires, quand un praticien analyse un signal, par exemple, ou bien un phénomène qui est décrit par un processus aléatoire, comment il fait pour étudier ce phénomène? Parce que le processus aléatoire qui décrit son phénomène, il est quelconque. Il est tout à fait quelconque. Donc pour pouvoir étudier son phénomène, qu'est-ce qu'il fait? Ils doivent vérifier est-ce que le processus qui décrit
son phénomène, est-ce qu'il peut le classer dans Une une des certaine classes classe. de processus aléatoires Exact. que l'on connaît très bien? Par exemple, s'il y a absence de mémoire, donc il dit c'est markovien, si... tu vois, c'est comme ça qu'ils font, les praticiens. Et les informaticiens, il y a une dizaine d'années de ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? Dès qu'ils ont affaire à un réseau, tout de suite, ils disent qu'il est jacksonien. Ils ne se cassaient pas la tête. Ils appliquaient la facile formule, de retrouver différenciationnel. la forme produit. Les produits, Mais, ouais. bien entendu, c'est pas correct. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Il faut d'abord prouver qu'on a le droit de le faire. Ouais. Et donc, il faut ensuite, quand ils le font, ils font une erreur. Et donc, cette erreur, elle peut être estimée. Dans certains cas, cette erreur, elle peut être très importante. Dans d'autres cas, effectivement, elle peut être négligée. Dans d'autres cas, ce n'est pas le cas. Alors, et le problème qui se pose, pas plus tard qu'avant-hier, Seda, elle vient me voir, justement, un système avec vacances. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut absolument adapter son modèle au système. C'est pas le système. C'est-à-dire que ce qu'elle fait, elle a un système, elle ne fait pas la modélisation. C'est le Elle modèle veut- qu'elle a. Voilà, elle voulait appliquer ce modèle parce que c'était très simple pour elle. Elle dit voilà, c'est la source est finie, je sais pas quoi, etc. Mais je lui ai dit la source n'est pas finie. Pourquoi tu décides que la source est finie alors qu'elle ne l'est pas? Donc, il ne faut pas inverser le problème. C'est-à-dire que si demain on se met à l'application, on a un système, il faut modéliser. Ouais. Et si le modèle n'est pas conforme à ce qu'on veut, il faut chercher autre chose. Voilà comment ça se passe. Je voudrais rappeler que Foufou est la première qui a appliqué ici à Béjaïa la méthode de développement en série. Nous ici à Béjaïa, nous avions une méthode. À Amsterdam, donc le professeur Edergot et son équipe ont une méthode, et donc il nous a écrit, c'était je crois en 2002 ou là, pour nous demander donc de collaborer pour pouvoir comparer nos deux méthodes. Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler, et donc Foufou est la première qui a appliqué la méthode de développement en série. Et là, ce que je te reproche également dans ton exposé, tu aurais pu nous faire un petit schéma où on aurait pu voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, par rapport à la méthode de développement en série, comme l'a fait Huiza quand elle a soutenu la semaine passée, concernant la méthode de stabilité forte. Ça aurait été très simple. D'autant plus que maintenant, tu te proposes d'appliquer pour la gestion des stocks, n'est-ce pas? Ça, c'était facile à faire. Je suis content du fait qu'au niveau du Lamos maintenant, elle a pu créer ce groupe de travail. Elle a un groupe de travail, donc avec les doctorants qui travaillent avec elle, que ce soit ceux qu'elle a avec le professeur Radjeff ou bien avec nous. Mais je voulais te demander, par rapport au PNR que vous avez fait sous la direction du docteur Lagoun, quel est le fil conducteur de ce projet? En fait, au début, c'était vous-même d'ailleurs qui m'avez proposé de faire monter un PNR avec M. Lagoun, puisqu'on parle de fonctionnement, de sûreté de fonctionnement dans les systèmes de production, et donc on a dit pourquoi pas le faire sur une entreprise qui a toujours répondu favorablement à notre appel, qui est BMT. Alors, et puis avec BMT, donc on a pu monter plusieurs projets, que ce soit de master, que ce soit d'ingénierat, que ce soit de licence aussi, des petits projets qui ont essayé de modéliser l'effet déjà de modéliser tous les mouvements de conteneurs au niveau de parc BMT, et puis de voir comment peut-on les faire varier, comment envisager des futurs résultats en faisant varier ces paramètres. Donc, pour faire ceci, on a dû faire appel à tous les
les outils théoriques qu'on a pu enseigner à nos étudiants, que ce soit en optimisation, que ce soit en file d'attente, que ce soit dans l'analyse des coûts, etc. Et je pense que ça a donné de bons fruits. D'ailleurs, il y a même des travaux qu'on a même communiqués à l'échelle internationale et qui ont pu être publiés dans qui ont donné une bonne référence. Bon, c'est pas la réponse que j'attendais. Je n'ai pas compris la question. Je t'ai parlé du fil conducteur. Et d'ailleurs, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit au tout début concernant les problèmes industriels qui sont traités, même dans le cadre des mémoires de fin de cycle, parce que je rappelle ici que le LAMOS a apporté une contribution importante à la création de l'entreprise BMT. Lorsque, au début, aux années 90, oui. Lorsque le port de Béjaïa, donc à l'époque ils avaient un petit parc à conteneurs, et c'était en 2003, ils se sont posé la question, est-ce que ce parc pourra faire face à l'augmentation du trafic à l'horizon 2005? Voilà quelle était la question qui a été posée à l'époque. Et comment dirais-je, ils se sont rendus compte que le transport à conteneurs commençait à devenir très important. Il faut se dire que chaque jour, vous avez 1000 navires qui entrent et qui sortent en Méditerranée. Le développement du transport à conteneurs, qui, à l'époque, en 2003, donc c'était les porte-conteneurs, c'était ils transportaient entre 70 et 200 boîtes, et que aujourd'hui, on a des porte-conteneurs qui peuvent transporter 5000 boîtes. Et donc, ils ont créé des ports relais en Méditerranée. Il y en a un à Tanger, il y en a un autre à Tunis, je crois. Et maintenant, le transport ne se fait plus de la même manière. C'est-à-dire que quand une entreprise commande quelque chose aux États-Unis, c'est le grand porte à conteneurs qui le transporte jusqu'au port relais. Et donc, le coût du transport a été divisé par 4 ou bien par 5. C'est ça qui est... les enjeux sont à ce niveau. Et donc, bien sûr, il y a eu une étude économique, il y a eu une décision politique, mais voilà. Donc ensuite, cette entreprise a été créée, et ensuite, donc, cette même entreprise nous a contactés, et il y a eu tout un ensemble d'études qui ont été faites, notamment concernant les performances par rapport à différents paramètres qui ont été introduits. Et moi, ma question, c'était de savoir quelle est la place du PNR par rapport à tout ce travail qui avait été fait au niveau de cette entreprise. Voilà quelle était ma question. C'était pour compléter ce oui, déjà établi avant. J'ai bien compris. Très bien. Est-ce qu'il y a dans la salle des personnes qui désirent participer à la discussion? Est-ce qu'il y a des questions? Non, très bien. Le jury va se retirer pour délibérer.